Bonjour et bienvenue dans Papote, un podcast signé Bocal. Papote est un format dans lequel nous prenons le temps de discuter de tout et de rien avec deux personnalités de la région rémoise. Thibaut Batteux, musicien rémois aux multiples facettes, et Pascal Demolon, acteur aux 1000 visages. Comment ça va ? Ouais, salut, c'est le Sébastien du futur. Alors, vous n'aurez pas leur réponse à cette question, tout simplement puisque j'enregistre cette intro le lendemain de l'enregistrement de l'émission. J'ai connu un petit souci technique qui fait que les deux premières questions n'ont pas été enregistrées. C'est la première fois que ça arrive, il fallait que ça tombe. Maintenant, il y a une première fois pour tout. Alors, qu'est-ce que vous avez raté ? Pas grand-chose. On apprend que Thibaut et Pascal vont bien, déjà première chose. Que Thibaut Batteux a été influencé dans la musique par son frère, Julien Batteux, également un musicien. Et que Pascal, c'est en voyant la comédie Robert Hossein sur scène, et également très influencé par Jacques Brel. C'est un peu ce qui les a amenés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Et on retrouve tout de suite, cette fois-ci, Pascal et Thibaut dans l'émission pour parler de leurs rêves d'enfance. Et en parlant d'enfance et de rêves d'enfance, justement, c'était quoi vos rêves d'enfant ? Est-ce que vous rêviez faire ce que vous faites aujourd'hui, tout petit ? Alors, moi, ça n'a pas été un rêve immédiatement, celui-ci en tout cas. Je suis passé d'abord par un sportif professionnel. Parce que oui. Et puis tu t'es rendu compte que... Parce que je faisais beaucoup de tennis à l'époque. Enfin, j'en fais toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau suffisant, tout simplement. Parce que là, c'est pas comme en musique. En musique, c'est pas pareil, la question de niveau, de machin. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être très connus. Et c'est pas une question de compétition, en fait, ça que j'apprécie beaucoup. De sensibilité, plus. Voilà, c'est tellement subjectif. Et dans le sport, il n'y a rien de subjectif, quoi. Oui, si tu tombes contre un plus fort que toi, tu perds. A priori. Donc, non, moi, je voulais être cuisinier. Cuisinier et Pascal. Tandis que Pascal perd le micro. C'est le micro qui a un coup de pompe et qui, voilà. Il faut comprendre, il est déjà tard. Mais j'aime encore énormément la cuisine. Mais en même temps, je trouve que la cuisine et la musique, il y a un truc qui se ressemble paradoxalement. Je trouve que dans un mix, quand on fait un morceau, d'ajouter les ingrédients au bon moment, il y a un subtil truc qui se passe, qui se ressemble. Et non, Attends, c'est quoi ton plat signature ? Alors j'en ai pas mal. Je suis très cuisine asiatique. Ouais. Alors la cuisine asiatique et indienne. J'aime beaucoup faire des palak paneer, donc c'est des épinards avec... Ah oui, c'est précis quand même. C'est assez précis, ouais. Et sinon... je tiens un bon petit les poulet saté crème coco, je le tiens bien celui-là aussi. D'accord. Ouais. Ok. Vas-y, on peut reprendre le fil de la conversation. Et non, mais après c'est venu. Si, je m'imaginais évidemment, mais comme tous les. J'ai eu très vite une espèce de magnétophone en fait quand j'étais petit. Et j'enregistrais des bêtises déjà. J'ai des micro-chansons que j'inventais ou des histoires et tout. Et je m'imaginais éventuellement me dire ce serait marrant quoi de faire ça à plus grande échelle machin. Puis ça m'est un peu passé, je me suis dit bon allez, essayons de faire autre chose, de sécuriser un truc quoi. J'ai voulu être concepteur de jeux vidéo, bon ça n'a pas duré non plus, j'ai vu qu'il fallait faire un bac S, ça m'a calmé immédiatement. Voilà. Et puis après j'ai voulu faire longtemps quand même prof d'anglais ou prof de philo. J'aimais beaucoup la découverte de la philosophie, pour moi ça a été assez fou. Je me suis dit c'est vraiment excellent. Mais en même temps j'avais pas la patience pour être professeur. J'avais un truc trop d'égo, enfin pas d'égo, mais j'ai pas la patience pour enseigner aux autres. J'avais envie d'une exploration plus pour moi en fait. Ouais. Et puis quand mon frère m'a proposé de faire ça, je me suis dit c'est ça. La musique, tu peux dire c'est pas un gros mot. Non, la musique. Non, mais là évidemment à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est là où est ma place clairement, j'ai l'impression. Ouais. Et puis quand j'ai fait mes premiers concerts, c'est surtout là en fait où j'ai compris. Ou même quitte à avoir envie de vomir de stress avant de monter sur scène. C'est ce que j'allais dire, pas de track. Si toujours, mais en fait j'ai fait du clavecin dès 12 ans je crois. Donc t'avais déjà un pied dans la musique. Ouais, j'avais un petit pied dans la musique. Ouais, conservatoire. Et j'aimais bien ce stress-là en même temps. C'est comme quand je faisais des présentations dans mon école de communication. M'adresser aux autres, c'est un truc qui m'excitait. Ouais. Et je trouve que la musique, il y a un truc qui m'excite un peu de ce même ordre-là. Et les sensations sont dingues en fait. C'est les meilleures sensations de la Terre pour moi. On est un peu fou, on fait des trucs qui nous font stresser et on kiffe les faire. Bien sûr. Mais avant de monter sur scène, parfois je me dis mais quel enfer. Pourquoi pas arrêter et presque je serais à deux doigts de me dire non j'arrête ça. Encore maintenant ? Parfois ça peut m'arriver de me dire mais pourquoi se mettre dans des situations comme ça d'angoisse. Mais je comprends. Ça m'arrive avec la photo et la radio, les podcasts, donc je vois ce que tu vis. Ouais. Ah ouais, mais moi je suis quelqu'un en plus très angoissé quand même globalement. Ah bon. Mais tu découvres une autre personnalité. Mais par contre, au sortir à chaque fois d'un concert ou d'un truc comme ça, je me dis mais bien sûr que c'est ça en fait. Ouais. Donc c'est un peu c'est schizophrénique et un petit peu maso quelque part, mais en même temps je peux plus m'en passer aujourd'hui quoi. Demain je retourne bosser en publicité, je mets fin à mes jours au bout de quelques jours je pense. Ouais, c'est un autre monde. Et toi Pascal, tes rêves d'enfant ?
Pour être franc avec vous, alors j'ai dû rêver, hein, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit là. Il n'y a pas un rêve qui a dominé les autres. Je pense que plutôt que des rêves, j'aurais envie de dire qu'il y a eu cette envie d'aller ailleurs. Ouais. Il y a chez moi une urgence qui s'est imposée, on va dire, très, très vite après le décès de mon père. Enfin, bon, voilà, je ne veux pas vous faire les misérables là maintenant, mais il y avait une situation d'urgence. Donc, ma mère quitte la ferme où on était avec les enfants. Voilà, on arrive à Reims. C'est-à-dire, j'ai le sentiment de ne jamais vraiment avoir eu le temps de rêver, je vais vous dire, parce que c'est pas pour botter en touche, hein, pour vous dire, j'en ai pas là à vous raconter, mais j'ai pas cette mémoire. J'ai la mémoire des choses que j'ai vécues, que j'ai vues. Et nécessité oblige, dit-on, et par rapport aux études, c'est là où je m'incline et j'étais inquiet à savoir comment Thibaut allait accueillir mon niveau d'études, qui était bien maigre. Bon, Oui, j'ai quand même mon bac à sable avec mention très bien, mais au-delà de ça, donc voilà, pour dire qu'il y a une urgence qui m'a fait partir très très vite et m'éloigner peut-être, et Dieu merci, j'ai rattrapé le temps perdu, c'est-à-dire que je me suis éloigné des études parce que j'avais le sentiment que dans l'urgence dans laquelle j'étais, familiale, je n'avais pas le temps de prendre ce temps. Et t'es éloigné de l'enfance également, du coup ? Du coup, oui, très vite. Oui, il y a un accélérateur qui a fait que, c'est peut-être pour ça aujourd'hui à mon âge que je suis un peu retourné en enfance et que je suis un peu foufou de temps en temps. Mais donc à partir de là, la chance que j'ai eue, et je le dis vraiment à ceux qui nous écouteront, s'ils le veulent ou pas, c'est la curiosité. C'est-à-dire que j'ai rattrapé tout ce que je n'ai pas pris le temps de vivre, au niveau des études, parce que comme ça, en feedback, je dis que c'est ce que j'ai perdu à cette époque-là, que j'ai regagné après, parce que j'ai fait des rencontres qui m'ont stimulé, donné envie de plonger dans la littérature, de plonger dans l'art, de plonger dans tout ce qui, dans la science, voilà. C'est-à-dire que j'ai fait les choses pas dans le même timing que Thibaut, mais je l'ai fait en autodidacte après. Et là, je dis, j'ai de la chance parce que la vie m'a fait le cadeau de la curiosité. Et ça, la curiosité, c'est mon Dieu, ça peut nous emmener partout, en fait. Et puis, ça peut nous ouvrir sur tellement de choses. C'est pour ça que, si j'avais un conseil à donner, si on me le demandait, pour le moment, pas nombreux à me demander mon avis, mais soyez curieux, mes amis, quoi qu'il en soit, où que vous soyez. Ne dites pas que le monde s'arrête à ce qu'on vous dit ou il s'arrête au pas de votre porte. Et puis, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas fait un temps, ça ne veut pas dire que c'est foutu, qu'on n'a plus le droit de le faire. Donc Hamlet, peut-être que... Ah oui, alors la différence, c'est qu'Hamlet, pour moi, vous voyez, à quel point j'étais un puriste, c'est-à-dire que pour moi, c'est un jeune homme, Hamlet, qui n'a pas plus de 20 ans. Alors, sachant qu'au 15e, voilà, les gars de 20 ans, c'était des gars de 40 ans. Réadaptation d'Hamlet. Oui. Tout est possible aujourd'hui. Non, mais je l'ai joué en partie, des petits bouts, dans des cours. J'ai même eu un compliment, alors je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose aussi, je pense que un parti beau qui est bien jeune. Et, non, j'ai eu, un jour je jouais un spectacle, était un patchwork, mis en scène par un Américain qui s'appelle John Strasberg, un patchwork de Shakespeare. Et donc j'étais avec ma partie, le fameux monologue, non, si cette trop solide chair voulait se fondre ou se résoudre en enfer. Enfin, j'étais investi dans ce moment-là, et à un moment donné, à la fin de ce monologue, j'entends quelqu'un qui applaudit dans le noir, on se retourne tous, on se demande qui est-ce. Et en fait, on était au Théâtre des Champs-Élysées, et c'était Jean-Louis Barrault, immortel dans Les Enfants du Paradis et bien d'autres films, qui, de l'obscurité à la lumière, a passé son visage comme ça, et il a dit « Bravo, jeune homme, bravo !» et qui est parti, et je n'ai jamais revu Jean-Louis Barrault. Donc,
voilà, à part cette petite anecdote, non, c'est fini. Hamlet, c'est fini. Mais bon, encore une fois, ça m'a amené aussi probablement à des rôles, à des choses, des rendez-vous que j'avais moi, et que Hamlet n'y est probablement pas pour rien. En tout cas, la comédie n'était pas nécessairement un rêve d'enfant. Enfin, vivre de la comédie. Non, parce qu'en fait, en réalité, mais vraiment aussi sincère que je puisse l'être, je me souviens pas d'avoir rêvé. Alors, si peut-être un peu plus tard, vers 14-15 ans, à l'adolescence, quand je suis passé de Johnny Hallyday, Jodassin, enfin toute la variété de l'époque, L'idole des jeunes. à laquelle je suis resté fidèle toutes ces années. Mais entre-temps, j'ai fait encore une fois les rencontres qui m'ont amené ailleurs, qui m'ont fait écouter Brel, qui a été une révélation pour moi. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est mon père spirituel, c'est l'homme qui a remplacé mon père dans l'homme que je suis aujourd'hui. Si j'avais mon papa, si je l'avais eu plus longtemps, je serais peut-être un autre homme. Et entre-temps, il y a eu cette rencontre, et la rencontre, elle s'est faite le jour où on annonçait la mort de Jacques Brel. Voilà, pour tout vous dire. C'est là où j'entends parler de cet homme, et la curiosité, encore une fois, et la complicité de mon prof de maths. Je dois beaucoup aux rencontres, beaucoup. C'est-à-dire à ces gens qui ont allumé une étincelle chez moi, qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit, écoute, n'aie pas peur, rentre, on verra bien ce qui se passe. Et c'est un peu l'histoire de ma vie. Et donc, les rêves se sont faits un petit peu comme ça. Effectivement, j'ai pris le chemin pour y aller. Et après, pour moi, en fait, chaque jour est un rêve à partir du moment où je peux le vivre, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu vis tes rêves au final. Tu les as pas rêvés, mais tu les vis, quoi. Oui, puis regardez, j'ai encore des surprises, mais on va en parler tout à l'heure. Et voilà, donc pas de rêve en particulier. Je crois même pas avoir rêvé du Père Noël une seule fois dans ma vie. Et pourtant, j'y ai cru longtemps. Jusqu'à. Je me demande si je crois pas encore un peu. Si, moi j'ai un rêve, mais très concret, sinon je peux te laisser, mais qui n'a rien à voir avec tout ça. J'aimerais beaucoup aller en Norvège voir une aurore boréale. Ah ouais. C'est un rêve que je n'ai jamais réalisé pour le moment. Pour une résidence, peut-être s'enfermer dans les tentes. Je sais très bien qu'il y a en plus un studio qui est incroyable en Norvège, qui s'appelle le Ocean Studio, Ocean Sound Studio. Avec un toit vert, c'est ça ouais. Tout en bois et tout, avec une espèce de face à la mer. Ça, si un jour les aventures musicales peuvent m'emmener là-bas, je pense que derrière, je me dirais, ok, c'est bon, je suis en train de vivre un truc fou. Là. Ah ouais, ça donne envie. Voilà. Alors là, on parlait de désir ou de rêve ? De rêve. Ah, de rêve. De rêve, ouais. Ça, c'est un désir ou un rêve ? Tu l'as rêvé avant de le désirer ? Non. Je dirais plutôt que j'ai ardemment désiré. Ah, tu l'as ardemment désiré. Voilà, parce que sinon, moi, au niveau désir, j'ai une liste, les gars. On a pour 8 heures. Hein. Non, mais c'est pas grave, on va passer à la suite, les rêves. Voilà, on a compris. Ouais. Et est-ce que votre fougue, la fougue de votre passion, vous l'avez perdue à un moment ? Est-ce que vous avez perdu l'étincelle pour ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, enfin, Thibaut, tu veux répondre ? Oui, il faut être honnête. C'est-à-dire que la route a été longue. C'est une reconnaissance tardive. Oui, très. Même à un moment où je désespérais, pour tout vous dire, où je me sentais vraiment l'étranger de ce métier, malgré le désir que j'en avais, malgré aussi les quelques mains qui s'étaient tendues, ça devenait très compliqué, surtout, comme je l'ai déjà dit une fois, quand vous commencez à voir dans les yeux de ceux qui vous aiment, qui vous veulent du bien, le regard qui tue, qui dit il faut lui parler. Il ne peut pas continuer comme ça. Et ça, je l'ai senti une ou deux fois dans ma famille. Et là, ça m'a fait frémir. Et puis, surtout, et après, presque une politesse. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand les choses ne sont pas au rendez-vous, vous avez envie de vous excuser d'être là. Vous vous sentez gêné. Vous n'osez même plus dire « je suis acteur, j'aime, j'ai un métier ». Et c'est pour ça que j'ai toujours dit la plus belle récompense pour un artiste, un acteur ou un chanteur, pour moi, la plus grande, c'est d'avoir du travail. Parce que j'ai cette notion du travail qui me vient de mon père. Pour lui, la récompense d'avoir du travail, c'est qu'on est capable de bien le faire. Et si on le fait bien, donc plus on nous en donne, plus on en a, et plus ça veut dire qu'on a réussi ce qu'on a entrepris. Et je dis ça sans démagogie, hein, c'est pas pour faire à l'envers, dire que quand il y a une récompense ou quoi, quand les gens veulent vous remercier, vous saluer parce que vous leur avez donné du plaisir, ça compte aussi. Mais ce que je veux dire, sincèrement, la notion du travail est quelque chose
important, surtout dans les métiers qu'on fait. C'est comme si Thibaut, du jour au lendemain, on lui disait, t'auras plus de concert. Ouais. C'est fini. C'est bien, c'est sympa d'être venu, mais c'est fini. C'est terrible. Un sportif qui se prépare depuis des années pour prendre la piste, c'est son rendez-vous, et puis on lui dit, ça sera pas aujourd'hui. Comment on se remotive du coup après une baisse comme ça de fougue? C'est pas de la fougue. Ouais, parce que moi je pense pas avoir perdu la fougue. Moi non plus. Même dans les moments où, parce que, comme disait Pascal, je pense que c'est un métier qui est bercé de doute toujours. Ouais. Toujours. Et parfois le doute. Qui est nécessaire. Oui, qui est nécessaire. Ouais. Le doute, il est sain, je pense. Et il permet de se surpasser. Il permet aussi de pas être blindé de certitudes qui sont, pour moi, l'équivalent de la sottise, en fait. Hein. La certitude, vraiment, ça amène à rien de bon pour moi. Donc, ça permet toujours de se questionner. Mais il y a moi, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des fois où c'était très compliqué. Et je parle de grosses désillusions parce que c'est un métier aussi de désillusion, quoi. C'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir touché à ça, parfois, là, un truc incroyable. On m'a promis monts et merveilles. Et je pense que la personne, en l'occurrence, ou les personnes qui m'ont promis ça, ils croyaient vraiment sur le moment. Sauf qu'en fait, il y a une industrie qui fonctionne d'une telle manière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mais tout ça, finalement, n'arrive pas. Tu as des exemples de projets comme ça qui ont touché du... Bien sûr. C'est, par exemple, j'ai eu une possibilité d'habiller la musique d'une énorme campagne publicitaire avec Julia Roberts. Voilà, on était, je sais pas, plusieurs centaines et centaines de musiciens à participer à ça. Moi, je ne savais pas qu'on était aussi nombreux. Et bref, je me retrouve en finale, en fait. On n'est plus que 2 ou 3, quoi. Ouais. Je le sais au tout dernier moment. Et Universal m'appelle à l'époque et me dit, voilà, c'est parti, c'est là. Évidemment, je perds cette finale. Mais si je gagne cette finale, ça change ma vie. Bon, pas forcément artistiquement, mais encore que si, je pense. Mais déjà, financièrement, tu te dis, ok, là, je suis installé sur un truc. Mais tu te fais un nom dans le milieu quand même. Bien sûr. Et avec Brothers, vous aviez également un contrat comme ça c'est avec Brothers qu'on a signé chez Universal pendant 5 ans. On n'a pas eu tellement de... On a eu quelques... Ouais, on a failli faire une musique pour Nike à l'époque. Donc notre chanson devait passer dans tout le stade. Je sais plus pour quel événement. Pareil, incroyable. Et au tout dernier moment, la femme du patron, je ne sais pas où, quelqu'un dans la boucle décide de se dire « Oh, finalement, non, j'aime pas ce morceau, ce sera peut-être celui-là. » Bref, tout ça pour dire qu'en fait, c'est des moments où ça, après un coup comme ça, tu peux te dire c'est dur. C'est vraiment dur et quand c'est des trucs qui passent à ça et tu te dis ok, est-ce qu'il y a un espèce de destin ou des signes qui te disent c'est pas là où tu dois être, faut arrêter, c'est presque, mais c'est pas ça. Et à chaque fois, en tout cas, j'ai rebondi. Que je me suis toujours dit c'est bon signe malgré tout. Ça veut dire qu'en fait, je suis déjà dans l'entonnoir de la. Par exemple, je parle de la finale. Là, c'est déjà fou d'être en finale quelque part. Ça veut dire que. Oui, c'est incroyable. Alors Pascal est en train de mourir en même temps. Est-ce que tu veux un verre d'eau, Pascal? Pardon mes amis, c'était ma dernière radio. J'ai une petite canne de tout, m'en veuillez pas, je pense que ça nous est tous arrivé, tous. Pardon, cher Thibaut. Mais la petite boule lumineuse, la fougue, voilà, qui est un peu là et qui donne envie de faire d'autres choses, non, elle n'est jamais disparue parce que même dans les moments où je doutais énormément, où j'avais plus envie de faire de son, où je me posais plein de questions. Au final, je me rends compte que rien de poser les mains sur mon clavier et de faire une nouvelle chanson. Je me dis, en fait, je suis heureux déjà de faire ça. Évidemment, j'aspire à bien mieux. Je suis quelqu'un de très ambitieux. J'aspire à autre chose. Mais rien que ça, de faire une chanson, déjà, j'ai déjà des frissons rien de le faire. En fait, donc non, ça sera toujours là, je pense. Vous avez toujours eu la fougue l'un et l'autre pour la musique ou le cinéma. Donc la fougue de la passion, mais la motivation d'essayer d'en vivre, c'est ça qui a pu être dur, du coup, à certains moments. Oula, ouais. Bah oui. Oui, bien sûr. Moi, en plus, vu les études que j'ai faites, je pense que là, aujourd'hui, je ne sais pas combien je gagnerais d'argent, mais ça serait vraiment, ça serait vraiment vénère, ouais. Mais pour rien au monde, je ferais marche arrière. Vraiment. Même si je gagne demain 50 000 euros par mois et que je suis 50 heures, 60 heures par semaine assis devant un bureau à manager une équipe, ça m'intéresse. C'est vraiment pas. C'est encore une fois pas démagogique comme Pascal disait tout à l'heure. Je préfère gagner. Je suis bien avec mon intermittence. Je préfère vraiment largement. Très bien. On va passer à une autre partie plutôt sur le processus créatif. Comment, par exemple, toi, Pascal, tu prépares un nouveau rôle? Déjà la lecture du projet quand on me l'envoie. Tout de suite, il y a quelque chose qui se met en branle, une réflexion, une recherche d'identité, je dirais, qui est liée évidemment
au personnage quand c'est bien écrit. Voilà, les choses vont très vite. Ensuite, avec évidemment le réalisateur, le metteur en scène et parfois l'auteur, puisque on peut avoir la chance parfois de discuter avec l'auteur. Donc, c'est assez étonnant, on en parlera évidemment tout à l'heure, mais je travaille beaucoup en musique aussi. C'est-à-dire que la plupart des personnages que j'ai l'occasion d'incarner, de jouer, sont liés à une musique. Il y a un moment donné, il y a une rencontre qui se fait avec une musique. En tout cas, il y a un processus qui vient directement ou indirectement de la musique. Pas que, mais c'est une part importante du processus. Ensuite, vous voyez, dans un scénario ou une pièce de théâtre, tout n'est pas dit. Et pour rentrer véritablement dans une histoire, il faut aussi parfois penser à ce qui n'est pas dit, à ce qui n'est pas écrit. Parfois, vous tournez sur une télévision, à part le moment où il sonne à la porte pour dire à sa femme écoute, je t'ai acheté des fleurs parce que j'étais un peu con hier soir, je t'ai mal parlé, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, donc parfois tout ça c'est un travail de fond qui moi m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être excité à l'idée de créer quelque chose, même si c'est pas grand-chose. Tu vas recréer la vie du personnage qui n'est pas forcément écrite dans le... Voilà, d'une part, et puis ensuite avec le désir du réalisateur, du metteur en scène, qui lui le voit comme ceci. Donc après, je vous dis, il y a des choses qui sont très très claires. Hamlet, on peut en revenir à lui ou d'autres, ou Richard III ou d'autres, ou dans le Dîner de cons. Voilà, les choses sont par les auteurs. Et les réalisateurs sont parfois très, très, très précises. Par exemple, le réalisateur de Dîner de cons, c'est un monsieur qui est à la virgule près. C'est-à-dire qu'il a une espèce de partition. Et si vous avez le malheur d'être une note à côté, ça fonctionne pas. Il y en a d'autres qui cherchent avec vous la couleur, qui sur une note vont vous dire waouh, oui, de là on peut aller plutôt dans du rock, du folk, de la pop ou du rap ou un tango. Oui, c'est-à-dire que moi c'est un travail que j'aime faire, me donner du moins l'impression que je fais moi aussi mon chemin pour comme ce seul en scène que j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire que il écrit dans un roman, du roman j'en fais une adaptation pour qu'il vienne. Le roman, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour qu'il vienne sur scène, et il y a évidemment des choses qui sont indiquées par l'auteur, mais dans sa chair, dans sa couleur, dans sa manière, dans ses cheveux, dans son corps, comment il bouge, comment il parle, tout ça n'est pas dit. Ouais. Et ça a été pour moi à la fois ça a été terrifiant parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ce personnage, et en même temps au moment où je vous parle, je l'ai joué il y a 1 an, je n'ai qu'une hâte, c'est de le retrouver, parce qu'il y a un chemin qui s'est fait avec lui, et ce chemin j'ai envie de le reprendre. C'est ce que j'allais te demander un peu plus tard, c'est qui a dit quoi, hein, qui a fait quoi, pardon, c'est oui. Ça le seul en scène, donc c'est prévu de remettre en scène ce seul en scène, ouais. Oui, parce que ça s'est fait un peu dans l'urgence. Je venais de tourner Fiasco, j'avais 15 jours pour répéter le spectacle, une date était prise au Théâtre de l'Œuvre, enfin une période, et il fallait tenir son engagement, donc j'ai foncé avec 15 jours de répétition, et pour tout vous dire, il m'a fallu 15 jours de représentation avec tout ce que ça peut vouloir dire, comme on vous en parlait tout à l'heure, avec la boule au ventre déjà, quand on a l'impression d'être à peu près prêt et ok, on n'en a pas fini avec cette boule au ventre, je dirais presque toute sa vie. Alors imaginez quand vous avez l'impression d'être à mi-chemin et que vous devez quand même, puisque vous avez un public, lui donner du moins la direction de la dimension que vous voulez donner aux choses. Ça a été une épreuve. Et une fois que, voilà, au bout de 15 jours de représentation, j'étais vraiment, il me semble, à l'endroit où je voulais être. Là, c'est devenu de temps en temps des moments de grâce, quoi. C'est un peu comme quand on cherche quelque chose, ça peut durer longtemps. Quand on le trouve, il y a une espèce d'ivresse. Et je pense aux chercheurs d'or aux Amériques, là-bas, quand ils traversaient toutes les États-Unis pour aller chercher de l'or, devenir riche, et puis que voilà, une petite pépite, ça pouvait les jeter dans l'ivresse. Ben, c'est un peu ça, si vous voulez. J'ai encore ça, cette envie à la fois d'avoir peur, d'être ému, d'être épaté. Parce que quand je dis épaté, c'est dire admiratif
Je suis toujours impressionné, et je le serai jusqu'au bout, je crois, parce que je ne sais pas faire ce que les autres savent faire. Ça m'impressionne. J'ai toujours ce plaisir-là. Et puis après, quand on en a la chance, c'est d'essayer de parler avec eux, c'est de trouver un langage commun, c'est de comment dirais-je, se partager un peu nos plaisirs, quoi, et nos peurs et tout le reste. Et pour revenir sur les personnages, comment on sort d'un personnage qu'on a fait sur le long terme, comment on arrive à se détacher de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu schizophrène? Alors, sérieusement, là, je vais faire très court. Pour moi, ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est en ça que le travail compte. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis encore aujourd'hui que le travail de l'acteur, c'est un travail. Comme le travail du musicien. C'est-à-dire un musicien peut avoir des désirs, des envies, des petites mélodies, mais s'il ne sait pas les jouer, s'il ne sait pas les traduire, s'il ne connaît pas les notes, voilà, bon, très bien, ça va rester dans son esprit, ça sera super, et ça lui fera du plaisir. Nous, on a la même exigence, on doit l'avoir du moins. C'est-à-dire que c'est du travail. Et donc, comme un travail, c'est comme si, imaginez, je sais pas, moi, un policier qui rentre chez lui après une journée à courir après, voilà, ou à assister à une scène épouvantable et qui refaisait ça chez lui à la maison. Donc, c'est pour ça que on se prépare. Et puis, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Ouais. Alors, vous dire qu'il n'en reste pas un petit quelque chose, par exemple, pardon de reparler du seul en scène, je dois admettre que quand je rentrais, il y avait comme une espèce de 1h35 seul sur scène avec un personnage qui ne cesse pas de parler, avec une faconde, un rythme alors là, pour le coup frénétique, ça épuise. Ça laisse évidemment parfois traîner quelques émotions ressenties pendant le spectacle. Mais à part ça, moi je comprends pas que tout d'un coup on vous explique que je n'arrive pas à en sortir depuis 2 mois, je suis resté dans le sous-marin. Oui, mais là t'es à la maison. Ah non les gars, moi je suis dans le sous-marin, là je suis toujours avec le capitaine Nemo. Ah bon, d'accord. Généralement c'est les acteurs qui jouent le Joker qui ont du mal à s'en détacher, visiblement c'est très... Parce que c'est un Brechtien, lui, c'est l'école Brecht. Non, parce que je jouais des serial killers de folie. Hein. Ah non mais vraiment, d'ailleurs je vais vous dire, à une époque on m'appelait, on disait tu cherches un fou. Un serial killer, appelle de melon. Il va te fait faire. Beaucoup de rôles de méchants. Oui. Vas-y, je t'en prie. Je suis sur le point de jouer la Dame aux camélias. Non, c'était pareil. C'était un travail. Et puis quand c'était terminé, on rentrait à la maison et youpi, quoi. J'avais travaillé, j'avais gagné ma vie. L'employeur était très content. Oh, le gars va pas finir une phrase. Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau? Écoute, alors là, je me dis peut-être. Ouais, j'y vais. A few moments later. Après cette petite page de pub, tant que tu en parles, on va continuer à parler un peu de ton seul en scène. Comment s'est fait la rencontre? Parce on va parler de rencontre un peu aujourd'hui, ta rencontre avec Thibaut, mais comment s'est passée la rencontre avec le roman de Julie Estève, donc Simple, dont tu es inspiré le seul en scène? Pardon, ça s'est fait, je partais en Suisse tourner un film et puis mon gardien me court derrière. Et me dit, il y a une enveloppe craft pour toi, Pascal. Je la prends, je monte dans le taxi, j'arrive au train, limite sur le point du départ. J'ouvre l'enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a un livre que je sors et une lettre joliment écrite par alors la supposée autrice du bouquin. Mais pour tout vous dire, je pensais que c'était une vanne que mes potes étaient en train de me faire. Parce que cette dame disait, j'espère que vous l'aimerez parce que je l'ai écrit en pensant à vous. Ah, waouh. Alors là, les gars, je connais pas l'autrice, donc c'est un peu lourd. Et puis, je l'ai lu en 5 heures, le temps du voyage en Suisse. Je suis arrivé à la gare de destination en fermant le livre. J'ai dit, waouh. Et toujours en me disant... c'est sans doute un pote qui m'a fait la blague. En tout cas, j'ai rien perdu parce que j'ai lu un bouquin qui m'a quand même bouleversé. Donc, j'appelle le numéro et en réalité, c'était vraiment la dame, l'autrice, avec qui j'ai discuté pendant une demi-heure. Et d'abord pour lui expliquer, la remercier d'avoir pensé à moi et lui expliquer que, à part ça, je pourrais pas en faire grand-chose. Parce que j'avais compris quand même à la lecture qu'il était question d'un seul en scène. Parce que le personnage raconte. Et très très vite, je lui ai expliqué qu'on m'avait proposé quelquefois, que je n'avais pas envie parce que j'adore travailler avec des camarades. Et puis je ne sais pas pourquoi, son silence m'a un peu agacé. J'ai fini par lui dire, mais qu'est-ce que vous voulez Bon, on va le faire.
Et voilà, c'était lâché. Et donc, chez nous, quand on dit qu'on fait un truc, on va jusqu'au bout, pour le meilleur et pour le pire. Et là, je pense que c'était pour le meilleur. Voilà comment c'est arrivé, en fait. Pas de regret, du coup. Non, aucun. Donc, encore une histoire de rencontre, Oui. de rendez-vous et Bien sûr. du hasard qui fait bien les choses. Oui. Et puis, il faut savoir dire merci. Parce que voilà, il y a une autre phrase que je disais dans une pièce de Duringer qui s'appelle Baltrap, qu'on avait créé avec Vincent Cassel il y a fort longtemps avant qu'il soit la star qu'il est aujourd'hui. Et il y a une phrase que je disais, mon personnage disait, il y a des voyages qu'on ne peut pas faire sans l'autre. Et tout au long de ma vie, c'est avéré qu'effectivement, alors il y a des beaux voyages, des voyages un peu moins jolis, mais en tout cas, je regrette pas de les avoir faits. Ouais. C'est la vie. Mais ça va être, je pense, c'est le thème de l'émission, il faut savoir dire oui. Oui. Oui aux gens, oui aux projets. Alors, pas tout le temps. Il faut savoir dire non. Faut savoir dire non aussi. Mais il faut apprendre à dire oui, en tout cas. Et ça ouvre bien souvent à beaucoup de projets. On va juste revenir sur le processus créatif pour toi, Thibaut. Justement, c'est quoi ton processus de création, tes étapes de création musicale, comment tu fais? Tu écris, tu composes, dans quel sens, dans quel ordre? Alors, c'est très très souvent, quasiment à chaque fois, d'abord la musique. Ça m'est arrivé déjà, mais très rarement, d'avoir un texte et je me dis comment je me le mettre en musique. Ça m'arrive à chaque fois avec Pascal, on va dire, enfin quasiment. Là pour le coup, Pascal me fait un texte et puis moi je le mets en musique, on va dire. Mais sinon, quand il s'agit de mes chansons juste à moi, oui, c'est très souvent la musique qui part d'abord. Et j'ai pas vraiment de processus figé, c'est-à-dire que il y a des fois où je vais vouloir faire quelque chose et le fait de vouloir faire quelque chose, finalement, je n'arriverai à rien. Mais t'as pas de top line pour faire la musique, quelque chose qui te guide? Ça dépend, ça peut arriver. Ouais. En fait, moi, les chansons en général dont je suis le plus content, c'est que je me balade quelque part et j'ai une ligne de chant qui me vient en tête. Mais alors sans parole pour l'instant. Là, tu sors le téléphone pour fredonner. Évidemment, là j'ai 700 mémos vocaux dans mon téléphone avec plein qui viennent des chansons ensuite. Et j'aime bien quand ça fait ça parce que je me dis ok, la mélodie elle me plaît, donc je vais partir de ça. Mais il y a des fois où je cherche rien de spécial, j'ai juste envie de... par exemple, je m'achète un nouveau plugin, j'ai envie de tester le son, et je ne sais pas faire ça, je ne sais pas travailler en fait. Des fois, je me dis, je vais bosser mon piano. Et en fait, je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que je bosse mon piano et en fait, je trouve une chanson et je pars sur une chanson. Je n'ai jamais réussi à me dire, je vais me faire 2 heures de piano. Non, ça n'arrive pas. Attention, ça peut presque être prétentieux. Ah, mais non, parce que... mon piano, j'en sors une chanson. Mais non, parce qu'au final, ce qu'il y a, c'est que... non, parce que je pourrais être bien meilleur au piano et du coup, je préfère faire une chanson. Oui. Donc en fait, non, c'est pas prétentieux parce qu'en fait, j'arrive pas à me dire, allez, je fais une gamme ou je fais un truc comme ça. Et ça pourrait m'être utile sur plein de trucs, hein, mais en général, à chaque fois, je trouve un truc, je me dis, ça peut être sympa ça. Et là, je m'éloigne du sujet, je fais, voilà. Et voilà. Bon. Et après, voilà, c'est ça en fait mon processus. Je me mets devant mon piano et puis je cherche des trucs. Parfois, il en sort rien et ça m'énerve. Alors, j'arrête tout de suite parce que là, je sais que je m'énerve pour rien. Et il y a des fois, alors que je pense pas forcément faire un morceau, il y a un truc qui me vient que je trouve cool et j'y vais, quoi. Voilà. D'accord. Donc, la mélodie, puis l'écriture. Ouais, c'est souvent ça. Mélodie, puis écriture. Et j'ai un yaourt en général et j'essaie de m'en éloigner parce que le yaourt il commence à flatter mes oreilles et je me dis que c'est ça. Et je me dis non, il faut pas que tu te figes là-dessus. J'essaie de trouver. Déjà, le même rythme quand tu cales des mots du coup. Mais voilà, et du coup je me dis mais voilà de quoi j'ai envie de te parler sur cette chanson, qu'est-ce qu'elle m'évoque au final quoi. Après il y a des fois où j'ai déjà le thème et tout et là c'est super mais quand tu l'as pas, le thème il devient comment sur une chanson? Bah ça dépend en fait, ça dépend vraiment des fois. Genre, par exemple, je vais mettre des couleurs sur des accords, instinctivement, ça va me faire penser à certaines couleurs, et je vais me dire, ah bah tiens, ça me plairait de parler de ça. Après, en général, je parle très très souvent quand même, globalement, de manière très différente, mais du temps qui passe, ça c'est une thématique qui sera toujours très récurrente chez moi, et peu importe la manière dont je l'aborde, mais en tout cas, c'est une thématique qui est souvent très très présente, et en général, c'est souvent mélancolique, mes textes quand même. Il y a un truc, tu pourras peut-être m'éclairer, que je comprends pas toujours en musique, c'est les mecs qui font que des chansons instrumentales, mais qui arrivent à raconter une histoire. Ils te disent, cette chanson, elle parle de ça, avec le titre qui va bien, mais il n'y a pas de mots. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, tu vois. Comment on raconte une histoire avec juste des notes ? Pardon, c'est pas pour faire les choses faciles, mais en musique, il y a des grands compositeurs qui l'ont fait. Il n'y avait pas de mots, mais il y avait des notes, mais qui ressemblaient tellement à des mots. C'est ça que je trouvais extraordinaire dans la musique. Il y a des moments, on a l'impression que ça vous parle, que c'est 2 personnes qui sont en train de dialoguer, par exemple... des solos de guitare, Stairway to Heaven. Moi, je suis fasciné quand l'autre il se met
sur ce solo. On a l'impression qu'il parle à une guitare qui lui répond, qui lui dit tais-toi, ça va mal se passer. Enfin, c'est assez fou. Par exemple, Charlie Chaplin a su le faire aussi. C'est vrai. Il a fait passer toutes les émotions de la terre, de l'être humain, avec pas de mots. C'est-à-dire que donc c'est possible. Mais tu avais l'image qui accompagnait quand même. Oui, bien sûr, je comprends. Chaplin, Oui, mais l'image, parfois, ça suffit pas. D'ailleurs, Ouais. je trouve qu'à force. Pardon, encore une citation. Oh là là, il est fatigué. Je clip, vas-y. C'est Jack London qui disait l'homme a inventé l'abstrait à force d'avoir trop usé son image. C'est-à-dire que là, on est dans un moment de l'existence humaine où tout passe par l'image. Il faut beaucoup d'images. Et puis alors, parce que c'est beau l'image, mais en même temps, il y a un moment donné, trop, ça efface un peu justement les émotions. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faudrait retrouver. Moi, en tout cas, à titre personnel, c'est ce que j'essaie de trouver, la préciosité des choses. Alors, ça passe par les mots. Pour moi, ça passe par la musique aussi. Ça passe par les autres aussi, par leur manière d'interpréter, de traduire ce qu'ils ressentent et tout. Mais donc, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Un silence, c'est fou comme un silence. Ça dépend des silences aussi. Mais en musique, en comédie, c'est très important. Ouais. Voilà, ce qu'on appelle la rupture, ce qu'on appelle le silence. C'est étonnant. Donc, c'est possible. Et en musique classique aussi, d'ailleurs. Bah oui. Ils y racontent. C'est vrai. Un mec comme Satie, par exemple, il raconte un truc incroyable. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a un peu comme le côté la lecture versus un film, je trouve. C'est du coup, chacun se fait sa propre histoire dessus. C'est ça. Comme un livre, chacun se fait son propre film sur le personnage qu'il imagine. Je trouve qu'à la musique classique, il y a un côté un peu comme ça où tu te dis... c'est marrant d'ailleurs quand les compositeurs comme Satie ou même des gens comme Sofiane Pamar, ils mettent des noms sur leurs morceaux. Ouais. Il y a un morceau qui va s'appeler Hiver, un truc comme ça. Bon, peut-être qu'il nous a déjà orienté vers cette direction-là. C'est ça. Mais tu l'écoutes et t'as froid en fait. Il y a un truc, c'est marrant quand même. Tu vois, tu te dis genre yes. Et moi je trouve ça c'est puissant aussi. Après, moi le chant c'est mon truc préféré de tous les temps. Donc forcément, j'adore quand il y a du chant. Pas de morceau en instru, juste instru. Si j'en ai un. T'en as un. J'en ai sur un. Quel projet? Sur Temple Kid, qui a été la musique de la pub Honda pendant un temps. Ouais. Voilà, et ça c'est qui s'appelle Open a Bottle et ça si j'en ai un instrument, mais c'est très rare que je fasse ça. T'as essayé de guider avec le titre vers une histoire. Ouais, complètement. Oui, voilà, exactement. J'ai imaginé ce message qui se perd. Mais sinon, oui, j'ai souvent envie de chanter, mais ça pour le coup, le chant c'est peut-être l'activité que je préfère le plus au monde. Donc j'ai très envie de chanter, quoi. Souvent. On va continuer sur vos inspirations et les affluences. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez des figures tutélaires? Alors, tu as parlé de Robert Hossein, toi, de ton frère. Est-ce qu'il y a... Alors, c'était pas forcément une figure tutélaire, mais... Pas tutélaire, je dirais, mais fort sympathique, qui a fait partie de mon adolescence, parce que je fais partie d'une certaine génération. Qu'on ne donnera pas. Qu'on ne donnera pas, non. Mais... Des personnes qui vous ont inspiré. Je parlais de Brel tout à l'heure. Voilà, ça c'est incontournable. C'est vraiment l'homme qui m'a fait prendre un virage énorme dans ma façon de ressentir, je dirais même. Donc c'est profond et puis de regarder et puis pardon, mais ces textes, ces chansons, j'ai l'impression que ce type a tout dit. D'ailleurs, quand je suis arrivé à écouter toutes ces chansons, je me dis puis scéniquement aussi, seul en un scène avec son acteur. micro. Oui, attendez, mais en plus, attention, oui, ça, je voudrais l'évoquer, un extraordinaire acteur dans les risques du métier, autant que dans la bande à Bono, autant que dans l'emmerdeur, autant que l'aventure, c'est l'aventure. C'est-à-dire qu'il avait une capacité, une puissance à la fois dans ses chansons, dans ses textes, dans l'exigence qu'il avait là-dessus. Alors moi, je n'ai pas ce niveau-là, mais l'exigence sur la musicalité qu'il donnait à ses chansons, avec ses amis, avec le travail qu'il faisait et tout, etc. C'est pour moi un exemple. Et alors, je vais même plus loin, il est devenu un peu, d'une certaine façon, l'incarnation de ce que... bon, je le dis quand même, une des définitions les plus jolies de la vie, quoi. Pour un être humain, c'est-à-dire... Il a fait ce qu'on doit faire. Il a vécu. Il a été curieux. Il est allé jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout de sa passion, jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire, à vivre. Il a pris un bateau. Il a dit, il faut que j'aille voir là-bas si j'y suis. Ben voilà, en fait, c'est ce monsieur qui m'a évoqué cette phrase qui est devenue
une bonne amie à moi, c'est aller voir là-bas si j'y suis. Il est enterré aux Marquises, il a fait le tour du monde, il a voulu piloter un avion parce que ça pouvait rendre service aux gens de là où il vivait sur cette île aux Marquises qui n'avaient pas les moyens d'aller faire leurs courses. Et puis c'est son investissement. D'ailleurs, je pense que il s'est brûlé, il le chante. Il s'est brûlé, il a brûlé sa vie. Il y a une incandescence chez cet homme. Donc voilà, si je devais dire tutélaire, après il y en a d'autres qui m'ont inspiré ô combien, mais lui a été fondateur pour moi. C'est celui qui m'a tenu la main. Et toi, Thibaut? Je sais pas si j'en ai une en fait. Ou des gens qui t'ont inspiré. Ouais, bah après, ton frère. Bah des gens qui m'ont inspiré. Déjà, je citerai toujours les Beatles. En fait, c'est très standard, c'est très peu original, mais c'est vrai que dans les Brothers, il y a un truc. Bah ouais, et on nous l'a même parfois reproché. En fait. Ça, je me souviens d'un rendez-vous chez Polydor à l'époque où le mec dit putain c'est excellent, hein, mais ça fait un peu Beatles. Bah c'est super du coup. C'est le plus gros, peut-être un des meilleurs groupes de tous les temps, donc c'est pas. Bref. Et encore aujourd'hui, je me rends compte. On réécoute juste un morceau de Paul McCartney, tu te dis mais c'est dingue en fait, c'est incroyable. Enfin, moi c'est les meilleures mélodies du monde ces mecs-là. Et tout ça avec 3 accords. Ouais non mais en plus c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis c'est des chansons que peut-être n'importe qui pourrait faire, mais à un moment c'est eux qui les ont faites. Et puis n'importe qui reprend leurs chansons et c'est cool. C'est ça que j'aime bien quoi. Il y a un côté. Mais tu sais, pardon je te coupe. Populaire mais c'est à ça. dans le bon sens du terme. C'est à ça qu'on connaît les bonnes chansons. Et il y a des artistes qui paraissent très populaires et leurs chansons un peu bof et niaises, et tu te rends compte de la qualité de la chanson quand elle est reprise. Britney Spears. Les reprises, ces covers, les gens qui font des reprises de Britney Spears, je les trouve à chaque fois, presque à chaque fois, excellentes. C'est dire qu'il y avait vraiment. C'est des bonnes chansons, quoi. Ouais, c'était des bonnes chansons, c'était des trucs qui marchaient. Ouais. Ils sont trop forts pour ça, certaines personnes, voilà, c'est des mélodistes. Ouais. Et il y a eux. Après, moi, mon chanteur préféré de tous les temps, c'est Freddie Mercury, mais voilà, je suis fan du personnage. Je trouve sa voix incroyable. Je trouve que c'est un personnage qui est grandiloquent, qui est subtil à la fois. Donc lui, ça fait partie des figures que j'aime bien. Puis après, ça va être la littérature aussi pour les textes, quoi. Voilà, je sais que sur mon projet français, je cite souvent Yves Bonnefoy. Voilà, c'est drôle. Ouais, c'est un poète qui a écrit. J'avais étudié à l'époque les planches courbes. Et j'aime beaucoup ce qu'il raconte, quoi, sur les mots, sur le fait d'user les mots à force de les utiliser. J'adore ce thème-là. Il part du principe qu'en fait, à force d'utiliser les mots, ils perdent leur essence au bout d'un moment et du coup, ils veulent plus rien dire. C'est un thème qui m'a fracassé le cerveau quand je l'ai découvert. Et tu connais Novarina, là, pour le coup? Non. C'est un auteur aussi qui a travaillé justement dans le sens de la matière des mots. Et il y a pas une ressemblance, mais en tout cas, par rapport à Bonnefoy, il y a un chemin. Il avait fait notamment des pièces. C'est vraiment des gens qui ont creusé au plus profond du mot mais c'est intéressant. Je suis d'accord. Voilà. Ça me donne envie de lire. Moi je lis des livres avec des images, beaucoup de BD. Tu sais que je dis ça, mais moi je lis énormément pour le coup, mais je lis beaucoup de fantaisie en fait. Alors que j'ai lu énormément de littérature classique avant dans mes études, mais en ce moment pour m'échapper, je lis beaucoup de fantaisie. Donc je lis pas que du Bonnefoy, du Kant. Il y a un livre que j'ai lu récemment, que j'ai lu pour préparer un podcast. C'était L'âge de détruire. Son nom m'échappe alors que j'ai reçu l'année dernière. Je suis désolé. C'est une Rémoise actuellement et c'est le prix Goncourt Jeune Talent 2023. Et c'est un bouquin qui m'a bouleversé, qui parle un peu d'inceste et de rapports conflictueux avec les parents. Et moi qui lis peu, ce livre, j'ai trouvé vraiment excellent. Donc là, je vais détruire Pauline Perrade. Voilà. D'accord, je vais retenir. Ok, Pauline Perrade. Pauline Perrade, excellent. Est-ce que vos influences, elles ont évolué au fur et à mesure? Moi, oui, clairement, en tout cas. Tu veux. Ah ouais, vas-y. Moi, clairement, en fait, je me serais jamais imaginé, il y a encore 3-4 ans, créer un projet en français, par exemple, ou de chanter en français. Tu écrivais beaucoup en anglais, C'était surréaliste pour moi d'imaginer ça. Alors, toi qui viens de la littérature, non, pas forcément française d'ailleurs. Non, pas que française, non. Ouais. D'accord. Mais en fait, l'anglais, c'était tellement une évidence, puis j'ai fait énormément d'anglais. Pendant un temps, j'en faisais 11 heures par semaine quand j'étais en prépa littéraire, donc je voulais presque être prof d'anglais, donc c'était une évidence pour moi d'écrire dans cette langue-là que je trouve rythmique, que je trouve... Et ce n'est que, il y a pas si longtemps où j'ai réécouté ces vieilles chansons françaises que j'avais complètement mis de côté, presque dénigrées. Et je me suis dit, mais c'est joli comme tout, en fait. C'est puissant. Je m'étais dit, c'est mon pays, du coup, c'est pas bien. Il y a un truc un peu bizarre de cet ordre-là, de se dire presque anti-patriote, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a un truc mélodique dans la langue anglaise. Et voilà, elle groove de dingue. Tu peux le retrouver en français. Mais en fait, et puis même, tu trouves d'autres choses. Au moment, il parlait de Brel et tout, mais moi, j'ai réécouté même des
des moustakis, des mecs comme ça. ouais. Tu te dis, mais c'est beau, Je te rejoins, c'est ouais. super joli Ferrat, en fait. Ouais, Ferrat, des poèmes qui reprennent des poèmes d'Aragon, des machins. Tu dis, cette langue, elle est hyper jolie aussi en fait. Incroyable. Le Gainsbourg des débuts. Oh là. Bah, bien sûr, voilà, Gainsbourg. Oh là là. Et même des artistes actuels, pour le coup, je trouve qu'il y en a quelques-uns qui claquent, quoi. Et Ouais. en fait, je me suis dit, ok, on peut. Finalement, et donc j'ai essayé. Et en fait, j'ai trouvé, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma manière de le faire, en tout cas, quoi. Dans les chanteurs francophones, il y a Stromae, après on en pense ce qu'on veut, mais qui a à la fois cet amour des mots et des mots, vraiment une rythmique aussi. Ouais, dans les Mais lui, il arrive à allier les Et deux. puis du Incroyable. sens, les mots Du qui sens, donnent ouais. du sens aussi. Ouais. Puis c'est lui qui fait toutes ses prods et tout. Enfin, c'est Il est incroyable. C'est incroyable. Il est Très trop fort. fort, lui. Il est beaucoup trop fort. Ouais. Est-ce qu'il y a un échec qui vous a marqué? On part sur autre chose, hein. On est passé sur les échecs. Est-ce qu'il y a un échec qui vous a marqué? Un échec personnel. Personnel ou professionnel? Et puis comment on rebondit, comment on fait face à cet échec qui vous a marqué plus qu'un autre? Ben, vous savez, moi j'en ai eu plusieurs, on va dire. Quand, par exemple, Thibaut en parlait tout à l'heure, l'espoir d'un contrat qui va se passer, d'un casting où voilà, on lui laisse croire que ça va être lui, et puis que ça n'est pas lui. Il y a parfois des mésaventures qui peuvent vous blesser parce que, en plus, je parle du métier, mais après il y a la vie, mais on va rester un peu dans le métier. Vous rêvez et puis vous apprenez que il y a des rêves, c'est tout là-haut, c'est pas gagné d'y aller, c'est pas gagné d'y arriver, puis il y a des rêves un peu plus accessibles, et puis quand vous avez cette chance, vous vous dites waouh, super, et puis vous vous dites même que vous avez de la chance, et puis le lendemain on vous appelle, puis on vous dit c'est pas vous. Ça fait mal parce que pendant 24 heures, 48, voire une semaine, vous avez vibré à l'idée de partir à l'aventure d'un projet, par exemple. C'est un peu pareil dans la vie. Mais Quand vous parlez d'une histoire d'amour... C'est ce que j'allais dire, oui. Alors, moi, je ne vais pas en parler là maintenant parce que je n'ai pas envie de faire pleurer qui que ce soit, et moi en premier. Mais oui, l'amour, ça fait mal. Ouais. Quand on s'investit, quand on y croit, au même titre qu'on veut donner de la dimension aux choses de sa vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la manière de vivre avec les autres et vis-à-vis de soi, ça peut faire mal. Et comment on rebondit du coup après un échec? Parce que ça peut être, tu parles de l'amour, mais ça peut être même un truc tout con, un entretien d'embauche Oui. où on était sur le point d'être C'est pris, ce que je disais tout à des l'heure. projets de vie, quoi. Ouais, des projets de vie. Comment on rebondit du coup suite à un échec Eh ben, Je suis pas sûr qu'il y ait une méthode universelle, mais en tout cas, c'est sûr que c'est compliqué, quoi. C'est vrai que l'amour, ça prend une dimension folle, hein. Et que ce soit à 5 ans ou à 20 ans ou à 40 ans. Je trouve que la dimension, elle est tout aussi folle, je trouve vraiment. ouais. Et le temps, malheureusement, mais le temps est un très bon vecteur de guérison, déjà, moi, je trouve, hein. Oui. C'est le Et la volonté Forcément. Et voilà, la volonté de rebondir. de remettre vos chaussures le lendemain matin, Ouais. quoi qu'il arrive, même si vous ne savez plus où vous allez. Ouais. Mais il faut bouger. Bah ouais. Même si, hier, vous aviez un rendez-vous avec la femme de votre vie, et puis le lendemain, elle n'est pas là, mais il faut quand même mettre ses chaussures et puis aller quelque part. Bah oui. Ouais. Puis au bout d'un moment, peut-être qu'avec le temps qui passe, les perspectives qui s'ouvrent à nouveau, puis on se dit, il y a un truc qui nous donne envie de croire à quelque chose, quoi. Mhm. Puis on peut le dire aux gens qui seraient peut-être dans une situation difficile, ces perspectives, elles finissent par arriver. Bien Le sûr. temps fait affaire, effectivement. Et Bien sûr. Mais oui. Mais bien sûr. Ah bah sinon... Et ça paraît surréaliste parfois. Des fois, sur le oui, moment, on a du et mal à y mettons, croire. si on parle d'amour, moi j'ai eu quelques aussi déceptions, comme tout le monde, amoureuses. Sur le moment, ça te paraît presque insoutenable, inimaginable de Ouais. retrouver quelqu'un. Ouais. Et pour le coup, aujourd'hui, moi, je suis très heureux avec la personne avec qui je suis, et je me dis, mais c'est fou, c'est le temps qu'a fait son office, et finalement, en fait, ça te met des œillères, ce malheur-là. Il te met des œillères complètes. Oui, la douleur peut aveugler. Eh ben ouais. Et il faut absolument la dissiper le plus vite possible parce que, comme le disait très bien Thibaut, de toute façon, que tu y crois ou pas, comme disait le poète, aimons-nous vivants. Je vais clipper toutes les citations. Ah mon Dieu, Et je vais en faire pardonnez-moi. Pardonnez-moi, un parce que extrait. j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont tellement mieux dit les choses que j'essaie de partager Non, avec vous. mais t'as raison. Et donc, oui, c'est un devoir. C'est un devoir c'est rendre grâce à la vie que l'on a, parce que se rappeler aussi qu'il y en a qui ont eu envie et qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir.
Ouais. Donc, si vous avez quelque chose et que vous le perdez, d'abord, vous dites merci de l'avoir eu, et puis vous dites merci de pouvoir encore y croire, parce que vous êtes vivant. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un très bon moyen de rebondir. Moi, c'est dans les phases où même je me plains, même actuellement, par exemple, où je me dis ça marche pas assez vite, je suis pas là où je veux être, je fais pas assez de concerts et tout. Et il y a ce truc, comme il dit, de se dire attends, t'es en bonne santé, t'as tes deux jambes. Enfin, ça paraît très bisounours ce que je raconte, mais en vrai, il y a un truc essentiel là-dedans, de se dire mais c'est incroyable en fait, quoi. Et c'est vrai que le fait de voyager, parfois de se confronter à certaines situations, tu te dis non, presque. Oui, il y a bien pire. On a tous le droit de se plaindre, évidemment, mais évidemment. Mettons ça en perspective et ok, il y a des choses à faire. Tirer des leçons de tes échecs et relativiser. Complètement. On en parle d'ailleurs dans ce dont on ne peut pas encore vous parler, mais qu'on va pas tarder à vous en parler. La prochaine partie. Oui. Justement, on va en parler de ce projet, de cette collaboration qui est en train de naître, ou qui a commencé à naître même, qui est bien entamée. Oui. On va déjà parler de la rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est quoi la genèse de cette rencontre? Tu veux le raconter? Je peux continuer le teasing. Vas-y, raconte-le. En fait, on s'est rencontrés. Moi, j'avais déjà aperçu Pascal, mais je parle de ça il y a des années et des années, sur le quai d'une gare. Donc moi, j'avais vu Radio Stars, le film dans lequel il a joué, et que je trouvais incroyable. C'est vraiment le film référence avec une bande de copains où on se cite des... Je pense qu'on a tous un film référence avec Pascal. Mais voilà. Parce que t'en as fait tellement. Mais moi, à l'époque, Five n'était même pas sorti, tu vois. Donc, je crois... je pense pas. Moi, c'était Kaamelott. Oui, voilà. C'est drôle. Oui, c'est vrai. Et je l'avais vu, et je me souviens, dans le train, j'avais envoyé un texto à un copain, genre, je crois que j'ai vu... le mec de Radio Stars à Reims, là. J'ai appris qu'il était rémois. Bref, et puis après, je suis passé à autre chose. Et puis en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi, j'ai joué. Donc j'ai un très bon copain qui s'appelle Adrien, qui tient le clos, qui est gérant du clos, et qui a demandé à mon frère et moi de jouer pour son mariage. Et on se retrouve au clos, et Pascal était au clos, et donc on est allé voir Pascal avec mon frère. Encore une fois, tu as dit oui. Voilà, ouais, bien sûr, ça et on l'a vu Pascal, et on l'a félicité pour Radio Stars, machin. Mais nous, on n'est pas du tout des gens qui déjà, on n'est pas des fanboys en général, on n'aime pas déranger les gens et on veut pas mettre les gens mal à l'aise ou quoi que ce soit. Donc on lui a juste dit, on s'est dit c'est trop con, alors profitons-en pour lui saluer au moins, quoi. Donc on a salué, on est parti. Et puis c'est venu d'Adrien qui m'a dit à un moment donné aussi, qui savait que moi j'avais des morceaux en français, tout ça. Il m'a dit mais je verrais bien la voix de Pascal dessus, quoi. Je sais oui, pourquoi pas, ça pourrait être super. Qui aurait pu dire non? Ah mais bien sûr, moi l'idée me plaisait vachement. Et je sais plus, je crois qu'il va voir Pascal. Pascal lui dit si le texte me plaît, pourquoi pas, voilà. Donc moi je me lance un défi en mode pendant 48 heures j'écris un texte et tout, je rature, je refais, machin. Puis je me dis on l'envoie à Pascal, on verra bien. Puis comme un gosse j'attends la réponse, quoi. Voilà. Puis au final il se trouve qu'il a apprécié le texte. Puis il est venu à un moment donné l'enregistrer avec moi, puis là c'était le début du truc et c'était assez jouissif. Parce que tu l'as appelé, puis après un long silence, il a dit bon allez, ok, on le fait. Non, ça allait plus vite là pour le coup. Ouais, ça allait assez vite. Ouais. Et puis il a débarqué au chalet, donc dans le studio où souvent je bosse avec Jérém et de Kevin, ouais. Et puis voilà, c'était le départ, quoi. Voilà. Et du coup, cette première chanson, parce qu'il y a eu un clip, on va dire, réalisé par Timothée Costa de Circus Prod. Ah oui, une petite vidéo Instagram. Oui, voilà, vidéo. Oui, j'appelle ça un clip, un petit clip, clipounet. C'est quoi l'histoire de cette chanson, justement? Alors la chanson, je l'avais appelée Tumulte, parce que elle va changer de titre. Elle va changer de titre, parce que Tumulte, c'est le nom de mon projet français, évidemment. Mais en fait, c'est l'histoire du passage, encore une fois, du temps qui passe quelque part, parce que c'est un enfant qui joue aux billes, puis qui a des boutons pleins sur la gueule, qui a de l'acné, qui se regarde dans la glace et qui s'assume pas. Puis c'est un garçon qui évolue comme ça, et avec quelqu'un qui lui frappe dans le dos, qui lui souffle de l'air glacé dans le dos. Au final, c'est le temps qui passe. Encore une fois, ce qui revient fréquemment chez toi, le temps qui passe. Et moi, j'aimais bien, en fait, quand j'ai écrit le texte, c'est un texte que j'aurais pas écrit si je pensais pas à Pascal, parce que je sais pas pourquoi, mais moi, ma référence là-dedans, il y avait un côté Renault. Ce côté Mistral gagnant dans l'écriture, en tout cas. Je voulais pas être trop imagé, je voulais un truc assez concret quand même. Non, et voilà, donc en fait, pour moi, elle parle de ça, cette chanson. Ouais. Et alors, je vous pose la question, parce que j'ai déjà la réponse, mais peut-être que les gens se posent la question, est-ce qu'il y aura une suite à cette chanson? C'est quoi l'avenir de la collaboration? Oula. Ce que j'aimerais ajouter à la rencontre, c'est que, alors je ne sais pas ce qu'il en a été pour Thibaut, mais ce qui moi m'a réjoui en dehors de son talent, c'était qu'il ne s'en rendait pas compte, mais
autant il attendait ma réponse que j'aurais pu attendre la sienne si j'avais fait la démarche de lui dire est-ce que tu voudrais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Il a la porte ouverte à la musique qui me fascine, qui me passionne depuis longtemps, mais dont je me suis tout le temps toujours interdit de franchir la porte parce que vous savez, depuis toujours, je me suis mis en tête et je me suis soigné pour ça. Puisque les autres font tellement bien les choses, donc c'est pas la peine d'embêter qui que ce soit à vouloir les faire si on n'est pas capable de les faire aussi bien. Au moins, ça c'est une bêtise, mais une bêtise qui est louable, on va dire, parce que voilà. Donc cette rencontre est, je le dis, un cadeau puisqu'il m'ouvre la porte, voilà, d'un studio, de ses amis musiciens, de lui, de son talent, de la manière dont... Et c'est assez extraordinaire parce que, enfin, je le dis, j'espère pouvoir le dire longtemps, c'est tellement évident. C'est-à-dire que on va vous parler tout à l'heure de ce que nous sommes en train de faire. Donc, on collabore sur un album. On va l'appeler. Vous pouvez, c'est le moment. Ouais, il y a je ne sais pas si je peux le dire, il y a un spectacle musical qui est en train de naître. C'est-à-dire un spectacle qui sera de toute façon des concerts, parce que en fait, on y a pris goût, pour être clair. Enfin, moi, j'y ai pris, je pense que lui aussi. Donc, on s'est dit que ça paraissait tellement évident. Vous voyez, par exemple, j'ai un texte, je lui en parle, quelques jours après... Il a la musique, ou il a la musique sur... Un jour, on est chez... son frère, on mange, tout va bien, c'est une petite soirée détente, et puis il se met au clavier, et puis il fait un truc, et je dis, mais ça, c'est pour nous. Et depuis, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on est parti, on a fait une résidence, qui était un petit peu complexe en Normandie, parce que... Il n'y avait pas d'aurore boréale. Il n'y avait pas d'aurore boréale, je pense que sinon... On a confondu Normandie avec Norvège. Ouais, je pense que c'est ça, sinon on ne serait pas rentré aussi vite. Mais voilà, et donc, moi, je sais que c'est devenu pour moi un rendez-vous. Quand j'y suis pas, ça me manque. Là, je viens de tourner un film, je suis parti 5 semaines. Thibaut fait plein de choses et tout, etc. Mais l'évidence, voilà, c'est comme le spectacle que j'espère reprendre, Mon seul en scène. Pour moi, c'est devenu un rendez-vous dont j'ai besoin. Mais le rendez-vous, c'est avec quoi? C'est avec le projet ou c'est avec Thibaut? C'est pas une histoire d'amitié avant tout, au-delà Pour moi, ça devient une amitié parce que c'est dire, imaginez, vous connaissez pas quelqu'un au fur et à mesure avec la pudeur qui est la sienne ou la mienne ou peu importe. Je m'aperçois que, vous voyez, quand on discute là ensemble depuis tout à l'heure, ce qu'il dit, ses références, comment il pense, comment il ressent les choses, il y a vraiment des affinités. Il y a vraiment, si on parlait de littérature plus longtemps, on s'entendrait sur des livres qu'il a lus, que j'ai lus. Et puis, c'est une façon de fonctionner. Alors, je dirais, tu me dis si je me trompe, Thibaut, la différence, c'est que, peut-être entre lui et moi, c'est que moi, j'ai franchi un peu plus l'audace de dire les choses, même si elles ne seront pas... plutôt, Thibaut, lui, a une pudeur. C'est-à-dire que parfois, je suis très inquiet à savoir ce qu'il va ressentir, ce qu'il va penser, ce qu'il va dire, alors que moi, très vite, je vais l'exprimer. Mais en même temps, j'aime ça chez lui, parce que c'est dire que c'est une façon aussi de réfléchir, à analyser quand il aime un peu moins, quand il a peur, ou quand il a envie, quand il n'a pas envie. Et c'est bien parce que si, par exemple, ça passe pas par la porte là, moi, ça va me donner envie de rentrer par la porte de derrière. Non, s'il vous plaît. Oui, ne vous imaginez pas n'importe quoi. Non, mais j'en vois les petits malins là. Hey gars, vanne, j'ai écouté le podcast l'autre soir. Le gars a sorti une vanne de dingue. Donc voilà, c'est tout ce que je dis pour le moment. Voilà, donc oui, on travaille beaucoup. Mais est-ce qu'il y a une date? Quand est-ce que ça va arriver? On voudrait, avant la fin de l'année. Voilà. Faire une date pour commencer, Thibaut. On voudrait... Alors ici, on se donne un rendez-vous parce qu'on avait déjà prévu une date ici sur un spectacle qui était plus qui le sera d'ailleurs. Ça sera un concert-spectacle, mais qui au départ était conçu comme un spectacle musical, on va dire. Et là, la dimension que prend le travail qu'on fait avec Thibaut est en train de renverser un petit peu
la donne. Ça va être l'inverse, c'est-à-dire que ça va être un concert. On veut travailler sur une matière de concert dans laquelle moi, l'acteur et Thibaut, on amènera aussi de la mise en scène et des textes. Mais la partie aujourd'hui musicale du travail que nous sommes en train de faire est très importante. Et du coup, sur scène, vous ne serez que tous les deux. C'est une discussion qu'on a eue hier soir. Oui, je pense, a priori, oui, dans un premier temps. Mais moi, comme je suis un enfant qui rentre dans une boutique, il y a plein de choses merveilleuses qu'il n'a jamais osé aborder. Forcément, j'espère qu'un jour, on aura le batteur sur scène, qu'on aura le bassiste, qu'on aura le... Mais un peu comme les ciné-concerts avec ces groupes qui jouent pour accompagner un film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des ciné-concerts. Si, bien sûr, on l'a vu, ouais. C'est un peu ça, l'idée d'avoir des musiciens qui habilleraient ce qui se joue? Non, pas du tout. Non, qui soit vraiment un groupe. Incorporé au truc, ouais. Parce qu'en fait, là, c'est pour ça qu'on a passé une partie de l'été, comme je te disais tout à l'heure, à créer les titres. Ouais. Et en fait, au début, on voulait que ça soit nourri de références un peu externes, etc. Mais en fait, on s'est dit de plus en plus que ce qui serait intéressant, c'est que notre album, entre guillemets, toutes nos chansons, soient le corps du spectacle, en fait. C'est-à-dire que de ces chansons découle le spectacle. Ouais. En racontant une histoire, pour le coup, et dans un truc un peu hybride entre le concert, le théâtre. Et moi, c'est ça qui m'excite beaucoup, c'est que je trouve que c'est assez inédit comme fin. C'est assez original comme formule, en tout cas, quoi. Et c'est ça qu'on doit travailler maintenant, et on aimerait bien se faire une première date test assez rapidement. Résidence après, sur Reims, j'espère. Oui, bien sûr. Absolument. Bien sûr, à la maison. Un rendu de résidence presque, en fait. Oui. Et puis, ouais. On peut dire que la première date qu'on souhaiterait faire, c'est au Cellier, avant la fin de l'année. Une salle que j'aime beaucoup, à laquelle j'ai travaillé pour la création du spectacle avant d'aller à Paris. Avec une jauge de 150 places. Pour nous, c'est déjà un premier rendez-vous hyper important. On veut savoir comment ça résonne, comment ça ressent les choses. Ça va être un concert test pour nous aussi. C'est une très belle petite salle pour tester des choses. Effectivement, le Cellier, c'est très beau, très joli. Absolument. Ouais. Et puis après, vous savez, on espère plein d'autres dates. Et puis, moi, j'aimerais bien on l'avait évoqué avec la direction de la cartonnerie. Oui. Il était assez évident qu'on aurait une date ici aussi. Ouais. Ils font de plus en plus de dates de comédie aussi. Donc c'est un projet qui allie comédie-musique. Pour moi, la Carto, c'est idéal. Ouais. Moi, je dirais plutôt maintenant, aujourd'hui, musique-comédie. Ouais, plutôt dans ce sens. Oui, pour moi maintenant, oui. C'était pas forcément le cas au début de la création du projet. Je n'aurais pas osé, et puis je trouve que ça a pris tellement une dimension. Je sais pas. Il faut que je me calme parce que. Parce que le micro un peu plus. Le micro et un coup de pompe. Parce que c'est fou quand on dit que l'appétit vient en mangeant, mais moi il faut me calmer parce que je pense que je vais écrire une chanson par semaine juste pour aller taper à la porte de Thibaut pour dire qu'est-ce que t'as en réserve là. Est-ce que vous échangez les rôles? Donc oui, toi tu vas écrire des chansons. Est-ce que tu vas faire de la musique? Toi tu vas jouer aussi? Enfin, j'ai du mal à. Alors moi, je ne suis pas véritablement musicien, même pas du tout. Allez, on va être clair. J'ai du plaisir à faire des choses au piano, mais tout seul et tout, etc. Non, c'est là le cadeau aussi que Thibaut est en train de me faire, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, j'ai écrit beaucoup de la plupart des textes là sur ce projet-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir d'autres où Thibaut va amener un jour un texte qu'il a envie. Le cadeau qu'il me fait, c'est que je vais chanter, je vais incarner, je vais interpréter, et c'est-à-dire que ça me donne presque l'impression que je suis à un endroit, on m'a donné le droit d'y être. Et Thibaut, avec sa voix merveilleuse, lui, évidemment, il monte. Deux voix, si je peux me permettre, qui se complètent. Oui, qui se parlent. Ouais, très bien. Mais oui, c'est vrai qu'on chante et qui se parlent. On aime bien ce côté très, un peu simpliste, mais ciel et terre. Ouais. On l'entend, je pense que les gens qui vont nous écouter et moi, j'ai une voix assez aiguë quand je chante, du moins. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un mariage qui se fait très bien ensemble, quoi. Et c'est vrai que les peu de personnes à qui on a fait écouter le début, nous ont dit ça marche très bien parce que
Parce qu'en fait, en termes de spectre de fréquence, finalement, il y a un truc qui se fait bien entre ange et démon, entre guillemets. J'attends de recevoir les premières maquettes d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, avec joie. Non, mais t'as raison, ange et démon, il y a un peu de ça, ou alors même. Et puis pourquoi pas deux démons ou deux anges qui à un moment donné bien sûr. se parlent, se confrontent. On essaie, vous savez, bon évidemment ça passe beaucoup par nos existences, mais on capte le monde aussi qui est autour de nous, les gens qui sont autour de nous. Si vous voulez, je disais ça en tant qu'acteur, humblement, c'est qu'on essaie de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas non plus. Donc on essaie aussi de traduire des émotions qui ne sont pas que les nôtres, qui sont aussi un peu l'histoire de chacun d'entre nous. On cherche, pardonnez-moi ce mot parce qu'il est immense, une forme de universalité dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on chante, dans ce qu'on... Voilà. On ne sait pas si on l'atteindra, mais je pense que quand même, on ne sera pas seul à... on l'espère, du moins. Écoutez nos chansons. Au-delà du spectacle, un EP également de prévu, un EP donc, qui sortira sur la même temporalité que le spectacle. Bah ouais, sauf que là, du coup, c'est vrai qu'on a prévu un grand EP parce que l'idée, c'est que ça nourrisse le spectacle. Donc donc là, un album même. Voilà, après, voilà, en fait... Je sais pas pourquoi j'étais parti sur l'EP. Non, mais parce que c'était pas le départ. Parce que normalement, l'EP, c'est la stratégie pour tout le monde et ce qui se tient pour un projet qui démarre. Mais là, vu l'originalité du truc et la singularité de notre projet, en fait, une fois que les dates seront lancées, le fait de sortir un album est pas idiot en fait quoi. Ouais, ça paraît assez logique je trouve. Mini-album quoi. Du coup cet album c'est une histoire hein, si je comprends bien. Comment on faisait les albums en fait à l'époque avant l'ère du streaming avant d'écouter les chansons dans l'ordre qu'on voulait, les albums racontaient souvent des histoires. C'est quoi l'histoire de cet album hormis le temps qui passe? Il y a pas mal de sujets. Il y a pas mal de sujets, oui. C'est difficile de le résoudre. Enfin, c'est difficile et simple à la fois. C'est la vie, quoi. C'est des instantanés de choses que l'on a pu vivre, que d'autres ont vécu. C'est le désir... pardon, encore une citation, tu m'en voudras pas, Thibaut. Il y a une phrase qui évoque beaucoup de choses pour moi, à un moment de mon existence, mais depuis longtemps d'ailleurs, qui dit « On oublie tout dans le bruit, on se souvient dans le silence ». En fait, ce qu'on essaie de faire avec Thibaut, c'est parler des choses, mais pour rappeler que le silence, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est essayer de reprendre conscience d'un certain nombre de choses pour retourner à l'essentiel. Oui, effectivement, le temps qui passe, est-ce que c'est si grave que ça? Après, le temps qui passe, ça dépend ce que tu en fais. C'est juste ça, en fait, la notion du temps. La première chanson que Thibaut avait écrite faisait un peu ce constat. C'est un peu quelqu'un qui regarde dans le rétroviseur et qui se dit « qu'est-ce qui reste de tout ça ?» Mais en fait, c'est un peu un voyage qu'on va faire à la fois musicalement, parce qu'on tient tous les deux à ne pas s'enfermer dans un registre musical. Et puis comme Thibaut a le talent de passer d'un endroit à un autre avec une... comment dirais-je, avec une légitimité. Alors, du coup, les histoires que pour le moment, j'écris, les chansons, font un peu le même voyage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rester juste sur une thématique. Et encore une fois, l'idée n'est pas de construire un album ou un spectacle dans la perspective de se dire, en tout cas, moi, ça me ferait très peur parce que je ne me sens pas encore complètement légitime, pour dire, on est en train de faire quelque chose qui va cartonner, c'est-à-dire qui fait partie du game en ce moment, du truc qu'il faut faire. Si on a envie de le faire, si on a envie de partir sur un disco, si on a envie de partir sur faire du rap ou du rap, n'importe quoi, on a le droit de le faire. Oui. Après, il faut qu'on ait aussi la sincérité de la démarche, qu'on ait quelque chose. Oui, par conviction, pas ça, par opportunisme. Ouais. C'est cette liberté qu'on se donne de création. Ça a démarré. On s'y attendait pas, lui et moi. Alors pourquoi ça continuerait pas comme ça? Pourquoi on se dirait pas? C'est ce qu'on fait d'ailleurs à chaque fois. Bien sûr, ouais. Quelque chose à rajouter sur le projet, quelque chose qu'on aurait oublié de dire? On a hâte. Moi, je sais que... excuse-moi, mais j'ai hâte d'être au Cellier. Je serai là. J'ai hâte de voir ça. Ah ouais, avec plaisir. Ouais. Nous aussi. Ouais, mais j'ai hâte, aussi. Ça donne envie là. Parce que le studio, c'est super. Moi, j'adore. Je me sens très bien. Mais il faut qu'il y ait la phase Oui.
Bah, c'est comme une pièce que tu répètes pendant 2 mois. Ouais. Si au bout d'un moment... Elle est pareille au bout d'un moment. Bah non. Et puis tu as besoin de savoir, quoi. Est-ce que tu as atteint l'objectif? Est-ce que tu as fait plaisir? Est-ce que tu as... Moi, je suis spectateur aussi. Hein. C'est-à-dire que quand je vais voir quand je vais voir une pièce, quand je vais voir un film, quand je vais à un concert, quand j'écoute un disque, j'attends la même chose que tout le monde. C'est d'avoir mon émotion, c'est d'avoir le fou rire qui va m'emmener ceci, qui va me remuer les méninges parce que le sujet, et encore une fois interpréter. Ah oui, mais on n'en finit pas. Et quelle chance on a à la fois de quand on peut exprimer des choses, mais quand on peut aussi les recevoir, quoi, les écouter. Et je pense que pour ça, en France, on est assez bien lotis en termes de scène culturelle. Oui. Malgré tout, on a quand même de tout. Et à Reims aussi, parce que les Rémois, pure souche, souvent se plaignent de Reims, mais à Reims, il y a une richesse culturelle qui est infinie, qui est très grande. Et moi, ça me fait plaisir d'ailleurs d'être revenu au pays. Je le disais en préambule, j'ai vécu toutes ces années à Paris. C'est merveilleux, hein, je ne crache pas dans la soupe. Mais quelque part, ça me fait aussi extrêmement plaisir de me dire, après toutes ces années, de rentrer avec tous ceux que je rencontre, tous les talents qu'il y a, toute cette énergie qu'il y a, si je peux aider, entre guillemets, ou participer ou contribuer, j'en serais vraiment très heureux. Ouais. Parce que c'est ça aussi le plaisir, quand on le peut, c'est d'avoir peut-être la possibilité d'ouvrir une porte ou deux qui permettrait, Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il y a partout, il y a des choses fortes qu'il faut écouter, qu'il faut entendre. Et puis, il faut, si on a cette chance, accompagner, quoi. Et en parlant de ça, c'est un point commun qu'on a, parce qu'avec Bocal, le but c'est de mettre aussi en avant des projets, des personnalités, des artistes. Au-delà de ça, il y a aussi un agenda culturel pour mettre en avant tous les événements qui se passent à Reims. Et on a ce point commun-là de vouloir aider les talents locaux. Toi, tu le fais avec ta boîte de production, Jacques Addy, c'est ça? Oui, qui a coproduit d'ailleurs mon spectacle. Ouais. Ça a été aussi une histoire de rencontre, voilà, avec Benjamin Carteret, qui d'ailleurs avec toute son équipe, Adrien, Cyril, anime ce lieu, en font un lieu j'allais dire disciplinaire, c'est vrai que c'est un endroit où ils invitent les artistes le clos, sous forme de concerts, sous forme de seul en scène, sous forme d'événements qu'ils créent, tout, etc., qui accueillent et qui, donc, pour le coup, Benjamin avait cette envie d'aller un peu plus loin dans la création, donc on s'est proposé de créer cette boîte de production et donc il a coproduit le spectacle. Sans lui, je ne sais pas s'il se serait fait. Mais en tout cas, voilà. Encore une fois, vous vous rendez compte, les amis, à tous ceux qui nous écoutent, la rencontre, Benjamin, c'est une rencontre aussi qui n'est pas prévue. Et c'est pas à Paris que ça se fait, c'est à Reims que ça se fait. Et donc, rencontrez-vous, quoi. C'est-à-dire que, il y aura peut-être ou pas des histoires qui vont se faire et vous n'êtes pas au courant maintenant, mais voilà. Il se passe de belles choses quand on lève la tête. Bien sûr. Absolument. On arrive à la fin de l'émission. J'ai encore 2-3 questions à vous poser avant de conclure cette émission. C'est des questions un peu plus légères, j'allais dire. Je viens de les voir, non, peut-être pas. On va commencer par une légère. Votre plus ancien souvenir? Ah ouais, il faut aller chercher par contre. Alors, c'est peut-être pas c'est le premier qui vous a marqué, quoi. Ouais. Peut-être pas le plus ancien, mais... Alors, j'en ai un. Vas-y. Ah, tu vois, quand je disais tout à l'heure que je me souvenais pas de rêve. Et celui-là, il m'a marqué longtemps. J'ai été convaincu que j'étais au grenier d'une maison dans le village où je vivais avec mon père et ma mère. Mon père était là. Et ma mère m'appelle du rez-de-chaussée. Et je me précipite du grenier pour rejoindre ma mère qui m'appelle. Et en réalité, je ne descends pas les marches, je vole. Et pendant très longtemps, j'étais convaincu que c'était la réalité, que j'avais volé pour arriver en bas de l'escalier pour rejoindre ma mère. Et donc, c'était très probablement un rêve, parce que depuis, c'est comme ça que naissent certains souvenirs. Oui. Non, mais ça, c'est un souvenir extrêmement marquant, parce que, regardez, à l'âge que j'ai, et je ne vous le dirai pas, je vous en parle encore. Ouais. Voilà, donc ça serait ça. D'accord. Moi, je crois que je me souviens que quelqu'un me lance une bille ou une grosse bille, en tout cas, en maternelle. Un calot?
Ouais, moi j'ai appelé ça un caille, moi. Ah ouais. Caille, j'ai connu. Ah, t'as connu le caille, hein. Calot en plus ancien. Picardie, peut-être. Voilà, parce que la dernière fois que j'ai dit caille à quelqu'un, on m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Caille, c'est Et je me souviens d'un gars qui s'appelait Camille, je crois. Maternelle, carrément maternelle. Comme hein. quoi ça marque. Ouais. Ah ouais. Je Je me me souviens du prénom. Et je me souviens du prénom du gars, ouais. Ah, j'en ai un autre, rapidement. Vas-y. Pourquoi, d'où ça venait, j'en sais rien, mais j'ai eu un harmonica. J'avais 6-7 ans. Et d'ailleurs, j'ai même la photo de cette époque-là que mon frère m'a envoyée. J'avais plus de dents devant, j'avais une coupe au bol. Et j'attendais ma mère, que ma mère vienne me chercher. Et j'avais cet harmonica dont je ne savais pas jouer, évidemment. Vous voyez, la musique. Et donc, je me contentais de faire pimpon avec. Quand je soufflais, j'inspirais, je soufflais. Et au bout d'un moment, la maîtresse en a eu marre. Et elle m'a confisqué cet harmonica. Ça a été, j'en ai quelques fois parlé parce que j'ai été puni, en réalité, de ne pas savoir jouer de la musique, à faire pimpon avec une harmonica. Et c'est peut-être ça qui t'a coupé dans ton élan de carrière musicale Ouais, je ne sais pas. Mais... à l'époque. Ouais. Quelles sont vos peurs? Ça aussi, il faut aller chercher peut-être. Alors, celles dont vous voulez parler après. Moi, je vous oblige à rien. Moi, j'ai peur du vide, je pense, un petit peu déjà. Du vide de manière imagée, tu veux dire Ouais, ou, au sens large en général, ouais. mais aussi au sens littéral. C'est-à-dire que pas dans les yeux des j'ai un jeunes, petit certaines peu personnes. Non, mais un vertige, et un vertige aussi au sens large aussi, Ouais. où j'ai peur de perdre en fait ce que j'ai. Ouais. Basiquement, hein. Je sais pas si c'est une peur de la mort ou une peur de. Mais ouais, parfois j'ai un tourment de ça, d'un vertige de me dire. J'espère que ça va durer un peu, quoi, parce que j'ai envie d'en profiter, quoi. Mais dans tout ce qu'on fait, ce qui est beau, est-ce que c'est pas de savoir justement qu'il y a une potentielle fin, enfin une potentielle, pas potentielle d'ailleurs, il y a une fin. Il y aura une fin, a priori. Est-ce que c'est pas ça qui est beau aussi quelque part de savoir qu'à un moment ou un autre ça s'arrête? Je peux citer quelqu'un encore. Mais avec grand plaisir. C'est un écrivain brésilien, je crois, qui disait « Il n'y a que l'éphémère qui dure ». Et j'aime assez. Cela étant, concrètement... Tu me l'as noté celle-là. Concrètement, moi, ce qui me fait peur, c'est... je crois que c'est la haine, c'est la colère qui me fait peur. Je l'ai connu. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai connu parce que, voilà... et j'ai eu des moments comme ça où je suis étranglé et j'ai l'impression que je suis dépassé par les émotions et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Vraiment. Très, très peur. La haine. La colère. Et malheureusement, c'est vrai qu'on y est un peu dedans dans l'époque que l'on vit actuellement. On la voit un peu partout. La haine fait vendre. Oui, c'est devenu un fonds de commerce, vous avez raison. Je partage votre avis, cher ami. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est devenu malheureusement. Vous savez, c'est comme les phrases toutes faites que nos parents pouvaient nous distiller de temps en temps. Quoi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est devenu une espèce d'alchimie assez perverse. Mais il y en a beaucoup qui n'ont aucun scrupule à surfer là-dessus et en profiter. Grand bien leur face. Mais un jour, les portes du Grand Bazar vont se fermer. Et on finit vachement sur une touche légère. Hyper légère. On peut partir sur une touche un peu plus légère. Quel enfant étiez-vous? Vas-y, Thibaut. J'étais un enfant, je crois, un peu capricieux, moi. Ouais, j'étais un peu un petit con, je pense. Ça a changé? J'espère. Le côté capricieux, j'étais le petit dernier. Ouais. J'étais le petit dernier, donc c'est le seul moment où mes parents ont un peu plus d'argent, je crois, c'était un peu plus stable pour eux. Et du coup, je piquais un peu des colères pour des petites bêtises et tout. Et je pense que j'étais un petit con. Ouais. Ça, je vois ce que c'est. Ouais. Pas pour moi, mais je vois ma fille. Par exemple. Ouais, je pense. Rêveur, mais petit con. Bon, moi, c'était le contraire. Non, d'après les témoignages. Gentil. Très gentil. Peut-être même un peu trop gentil. Est-ce que ça voulait dire que je manquais de caractère ou quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas toujours été facile. C'est pas facile d'être gentil parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une faiblesse et qui pensent qu'il n'y a pas grand risque à aller mettre une torgnole à quelqu'un qui est gentil plus qu'à quelqu'un qui pourrait lui rendre. Mais voilà, d'après ce que dit ma mère, hyper gentille, et elle dit... elle m'a donné un exemple il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit: mais si chérie, quand tu es allé faire les vendanges et que tu as gagné des sous et que tu m'as acheté toute la collection des Tupperware, tu voulais me les offrir. Donc ça, voilà, c'est le témoignage de ma mère. Généreux. Classe. Donc c'est un peu
Vous êtes fait pour vous Starsky compléter. Hutch, ou je sais pas quoi. Ou, Oui, Starsky Hutch. Je vois qui fait Hutch. Starsky, je le vois moins sur toi, tu vois, mais Hutch, ça te va bien, Pascal. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans l'émission et dont vous voudriez parler pour conclure? Non, tout moi, a été Non, dit. ça me paraît assez vaste là. C'est que j'ai bien fait le job. Ouais, Ouais, bravo. ouais, très bien, Merci à bravo. toi. Ouais, merci. On va juste conclure sur un lieu à recommander à Reims. Alors, le Clos, on a bien compris que vous aimez tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres lieux également? Il y a un autre lieu, mais moi j'ai juste fait un concert là-bas, ça s'appelle Le Temple. Ouais. Ça a l'air très sympa. Ah Après, ouais. malheureusement, j'ai pas pu trop y mettre les pieds. Plus C'est que très ça. beau. C'est joli, ouais. Alors, il y en a un autre que je trouve très sympathique aussi. Mon Dieu, est-ce que je vais réussir chacun sa bouteille ou je sais pas quoi. Ma bouteille s'appelle s'appelle Revient. Ah, ma bouteille s'appelle Revient. Qui a déménagé récemment. Oui, qui pas a très déménagé longtemps, il y a pas très Ouais, c'est longtemps. sympa aussi. C'est très sympa. J'adore le camarade qui tient ça. Ouais. Et ça, c'est en termes de festivité pour aller prendre un verre. Ouais, Bon, alors voilà, on va en rester là alors. parfait. Oui, parce Il y en que a d'autres, hein, mes amis. Il y a le Cabasson aussi. Moi, c'est Oui. un ami qui tient ça. Alors voilà. Cabasson qui a changé plusieurs fois de propriétaire ces dernières années, mais c'est toujours le Cabasson. Ouais. Toujours la même ambiance, un peu. On est chez mamie en fait au Cabasson, c'est ça qui est bien. C'est sympa ça. La ouais. déco, ça Allez, fait là, un ou peu pas brocante. Pas sûr, je t'ai déjà Non. rencontré, mais j'ai jamais lancé. Ah, c'est j'aimerais un bien. super lieu. Ça fait brocante, il y a la Ouais, c'est joli. bouffe fait maison, Ouais. t'as des jeux de société, des instruments. Ah, ça m'intéresse. Il Très faut que tu sympa. me montres où C'est c'est. très. C'est le cocon hivernal pour moi C'est là-bas. où C'est rue Cérès. Ah, je vois qu'il fait aussi un peu bureau de tabac. Hein. Il y a Ah, un c'est- bureau de tabac c'est pas loin. juste mais- à côté. À côté du bureau de tabac. Dans- devanture j'ai bleue. vu- Ah, je n'ai jamais osé entrer Très dedans sympa, parce que ouais, j'ai c'est vu sympa, l'ambiance. Oui. Un dimanche après-midi, il pleut, tu vas au Cabasson. Ouais, c'est chouette. ça, C'est c'est très bien. sympa. Ouais, ouais. Eh ben, oui, d'accord. Et je vais le faire. Eh bien, merci. Merci beaucoup d'avoir Sébastien. accepté mon invitation, d'avoir Plaisir. pris le temps Merci de à répondre toi. à mes questions. Merci de nous avoir donné. Mais avec plaisir. Et donc, on se retrouve bientôt au Cellier. J'ai pas, Oui. j'ai pas noté de Grand date plaisir. encore, mais Ouais. On a hâte. on se retrouve bientôt pour ce projet. Merci et à Merci. bientôt. À bientôt. Merci. C'était Bocal. Bocal.